Ensuite, on passe à un traitement avec la chirurgie des musculotendineuses présentée par Khaled Kamoun. La chirurgie ostéo-articulaire sera ensuite présentée par le docteur Mouaz Triqi. Et le docteur Ahmed Msekni fera une synthèse de tout ce qui a précédé à travers des cas cliniques donc de cas cliniques de chirurgie multisite sur des patients paralysie cérébraux. Donc j'invite directement mon ami docteur Ziad Jlélé pour nous parler de la physiopathologie et la classification. Merci, docteur Bouchouch. Donc si vous voulez bien passer la présentation. Voilà, bonjour tout le monde. Merci. Donc la paralysie cérébrale, c'est des lésions définitives mais non évolutives au niveau du cerveau intervenant autour donc, en périnatal principalement. Il y a plusieurs facteurs de risque, notamment une nouvelle notion qui sont les facteurs de risque en préconception liés aux maladies auto-immunes de la mère, aux consommations de drogue ou de stimulants. Il y a les causes prénatales, les anomalies d'insertion du placental, les causes périnatales, la prématurité principalement et les causes néonatales, donc le syndrome de détresse respiratoire. Cliniquement, les signes de la paralysie cérébrale s'organisent en 3 grands niveaux. Il y a les anomalies primaires en rapport avec des lésions directes, soit de la partie corticale, sous-corticale ou au niveau du cervelet. Il y a des problèmes, donc des anomalies secondaires qui interviennent un peu plus tard dans la vie, qui sont en rapport avec les rétractions myotendineuses biarticulaires principalement. Et puis, il y a les anomalies dites tertiaires qui sont des mécanismes de compensation par l'enfant afin de surseoir aux anomalies secondaires. En tout, il s'agit d'un désordre du contrôle moteur avec coactivation synergique, de coactivation anormale de muscles synergiques. Pour les anomalies primaires, ils sont dominés par le syndrome spastique qui représenterait 85 à 90% des manifestations cliniques des lésions. C'est dû à des lésions corticales principalement avec un problème donc, de contraction musculaire, problème de tonus du tronc, une hypertonie et un syndrome pyramidal. Les syndromes dyskinétiques représenteraient 7%, c'est des lésions sous-corticales principalement. Il y a comme donc, manifestation clinique principalement des mouvements involontaires, répétés, stéréotypés, le tout dans des présentations chorio-athétosiques ou dystoniques. Les manifestations, bien le syndrome ataxique est dû à une lésion du cervelet. Il y a entre autres donc un tremblement, un défaut de coordination et une réduction du tonus musculaire. Et puis il y a les tableaux mixtes, c'est des tableaux qui sont un peu intriqués et dus à des lésions sur plusieurs niveaux. Les anomalies secondaires interviennent, comme on l'avait dit, un peu plus tard dans la vie chez l'enfant. C'est des rétractions biarticulaires myotendineuses et avec des défauts architecturaux, notamment l'antéversion exagérée du col du fémur, la coxa valga, les luxations de hanches, les rétractions au niveau des ischio-jambiers et l'ascension de la rotule. Les anomalies tertiaires, c'est des mécanismes de compensation afin de pallier à ces problèmes myotendineux. On peut trouver donc une marche sur la pointe des pieds pour pallier un EC, un genu recurvatum ou une marche en fauchage. La paralysie cérébrale a bénéficié donc de plusieurs classifications qui ont toutes une arrière-pensée différente, notamment elle peut être classée selon la localisation de la lésion, selon la présentation clinique ou selon la sévérité du tableau clinique. L'une des plus anciennes, c'est la classification d'Ingrams. Rapidement, on distingue 2 grands groupes, soit les lésions régionales dominées par le syndrome spastique, des lésions principalement corticales. Si elle intéresse l'hémicorps, c'est-à-dire le membre supérieur et inférieur, elle est dite donc une hémiplégie. Si elle est prédominante, un syndrome spastique prédominant au niveau des 2 membres inférieurs
avec une possibilité d'atteinte des deux membres supérieurs. Il s'agit donc d'une diplégie, la tétraplégie et l'atteinte des 4 membres avec des anomalies ou bien des maladies qui peuvent accompagner ces tableaux-là, notamment l'épilepsie, le trouble du comportement, le retard mental. Dans le deuxième groupe, qui sont des lésions un peu plus global, il y a le syndrome dyskinétique, fait de présentation choréoathétosique des mouvements stéréotypés, répétés et incontrôlés par l'enfant, ou les syndromes ataxiques. Il y a des classifications aussi qui ont essayé d'allier les deux, soit la présentation, c'est-à-dire topographique, et la localisation lésionnelle au niveau du cerveau, et ça donne donc un tableau à peu près très proche de la classification d'Ingram. La classification qui nous intéresse le plus, c'est la classification GMFCS. C'est une classification qui est basée sur le retentissement fonctionnel de cette paralysie cérébrale. Il y a 5 grandes catégories et ces catégories vont répartir l'enfant selon son autonomie. Les 3 premières catégories nous intéressent le plus dans cette présentation. Dans le premier groupe, c'est des enfants qui ne sont pas limités sur le plan autonomie sur tout type de surface. Dans le deuxième groupe, il y a un début de limitation sur les surfaces accidentées, notamment la montée des escaliers se fait en s'aidant d'une rampe. Dans le troisième groupe, il y a l'entrée des accessoires de marche que l'enfant est encore capable de faire fonctionner lui-même, notamment le déambulateur et la chaise roulante. Dans le quatrième groupe, il y a un début d'assistance par une tierce personne et une perte du contrôle du tronc. Le cinquième groupe est le groupe le plus lésé sur le plan fonctionnel, avec notamment une assistance obligatoire, une perte du contrôle du tronc et du contrôle du tonus de la tête. Voilà, je vous remercie et je cède la parole donc à notre collègue neurologue. Merci pour l'invitation. Donc, je vais parler maintenant du traitement médicamenteux des enfants spastiques marchands. Alors, donc je vais commencer par vous présenter 3 patients qui sont suivis dans notre service pour des troubles de la marche. Donc, c'est des enfants qui ont des antécédents de prématurité. Juste pour les vidéos, ça m'a mis. 3 vidéos ne marchent pas en même temps. Pardon. C'est possible de faire marcher les vidéos en même temps? Merci. Donc Taqwa, 2 ans, donc c'est des troubles de la marche avec une marche digitigrade. Donc on voit l'équin dynamique, elle marche de façon autonome. Le deuxième patient, Wessim, également. Vidéo s'il vous plaît. Merci. Il faut juste appuyer sur le... Pas grave. 3e vidéo. Voilà. Donc le 3e patient également, donc c'est un patient qui a aux antécédents de grande prématurité. On regarde donc la marche avec double aide, avec un adductus et un équin dynamique bilatéral. Donc la première question qu'on se pose quand on regarde ces patients marchands spastiques, c'est il y a des questions à se poser avant de commencer la prise en charge. Est-ce que la spasticité est gênante ou pas? Quel est le siège de la gêne? En quoi est-elle gênante? Est-ce qu'elle est focale ou diffuse? Est-ce qu'elle est pure ou mixte? Et est-ce qu'elle est vraiment la principale cause de la gêne ou il y a d'autres composantes? Et à partir de ces questions-là, on va justement essayer de répondre et poser des objectifs thérapeutiques et proposer un projet thérapeutique. Donc la première question, la spasticité est gênante, oui. Donc il faut d'abord rechercher le siège de la gêne. Donc en général, quand on a un patient avec une hémiparésie, donc il faut regarder aussi bien le membre supérieur que le membre inférieur.
et donc voir justement la gêne, elle siège à quel niveau, à quel groupe musculaire. Donc par exemple tout à l'heure chez nos enfants on avait un équin qui est au premier plan et donc il faut justement bien analyser les muscles qui sont concernés. Et donc l'objectif principal c'est d'améliorer le schéma de la marche. Alors quel groupe musculaire? Donc il faut regarder les muscles en particulier, donc on a tendance à examiner quand on a une spasticité focale donc les adducteurs, les ischio-jambiers et les triceps suraux. Il faut justement, comme a dit tout à l'heure professeur Roger,